nous ne présentons pas notre auteur de ce soir, puisque il va se présenter lui-même sur l'injonction typiquement stalinienne de notre modérateur Jean-Pierre Martin, que quant à lui, on ne présente plus. Donc je vous laisse la parole. Bien, merci. Donc, oui, alors à la présentation, Denis Siffert a été directeur de politisme, mais c'est plus le cas, je crois. Non, c'est depuis plus le cas. 2017. Bon, mais vous travaillez comme chercheur à l'IRIS. Chercheur, non, mais j'enseigne à l'IRIS. Ah, il y a des enseignements à l'IRIS. Oui. D'accord, ok. Et donc, il a écrit sur pas mal de sujets, mais il est quand même assez spécialiste de la question évoquée ce soir. Alors, on m'a demandé de présenter parce que j'ai eu le malheur, ou plutôt le bonheur, de signaler ce matin que c'était un ouvrage excellent et que c'était même un modèle. En termes... Je peux m'en aller, ça y est. C'est vrai, c'est déjà vendu. Bon. Un modèle, en ce sens que c'est... Bon, ça se veut évidemment une intervention dans la conjoncture, mais d'un conflit, la conjoncture d'un conflit qui, lui, a une histoire très longue. Et c'est donc une entreprise toujours périlleuse parce que une intervention de la conjoncture, on pense au journalisme, mais il ne s'agit évidemment pas d'en rester un récit journalistique au fil de la plume qui n'apprendrait pas grand-chose aux gens qui ont lu les journaux dans les mois qui précèdent, mais effectivement de mener une réflexion à la lumière de cette histoire longue sans pour autant faire des rappels de plusieurs pages désencadrés partout. Bon. Et donc ça, je crois que c'est vraiment le défi complètement relevé, c'est remarquable de fluidité et de précision, et tout ce qui informe sur le fait que tous ces événements des 2 dernières années, enfin des 2-3 dernières années, sont conditionnés par cette histoire longue, apparaît suffisamment, en quelques lignes à chaque fois. Bon. Alors, le livre, en fait, se veut, comme le dit le titre, une analyse de ce qui se passe dans les médias en France et chez les intellectuels plus particulièrement. Enfin, c'est lié puisque les intellectuels pro-israéliens dont on parle sont par définition invités plus souvent qu'à leur tour dans les médias. Alors, la première partie, ça s'appelle le 7 octobre, je ne sais plus exactement, le 7 octobre en France. Et donc, vous prenez plusieurs éléments d'analyse qui sont régulièrement portés par les médias. Alors ça commence évidemment par, dès le 7 octobre, par la caractérisation, la définition de ce qui s'est passé, et on se rappelle tous effectivement du fait que chaque politique interviewé devait d'emblée dire ce que c'était le 7 octobre, à savoir évidemment une action terroriste. Et vous, ce que vous dites effectivement, c'est que il y en a un certain nombre qui se sont laissés prendre au piège, parce que suivez cette caractérisation, l'obligation de ne pas ajouter de « mais ». Donc ça veut dire ne pas inscrire ça dans l'histoire longue. Et vous dites, à mon avis très justement, effectivement, que même la France insoumise, parce que c'est surtout d'elle qu'il s'agit dans cette histoire, aurait tout à fait dû caractériser cette action comme étant terroriste, puisque c'est assez évident comme mode opératoire, et simplement dire que on ne peut pas s'arrêter à ça, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, il y a un avant 7 octobre, etc. Bon, voilà, donc ça c'est intéressant comme point. L'histoire quand même assez abracadabrantesque de cette coalition anti-Hamas qui a été proposée par le président français quand même, à l'image de ce qui avait été fait contre Daesh. Donc ça voulait dire que le Hamas était Daesh, alors que le bon sens conduit à constater que le djihadisme, c'était faire inscrire Daesh, le Hamas dans le djihad mondial, alors que le bon sens conduit à constater que le Hamas n'a jamais mené d'action terroriste en dehors du théâtre du conflit israélo-palestinien, donc ça n'a rien à voir. Et alors vous dites quelque chose d'intéressant là-dessus, parce que vous dites que même les Israéliens étaient assez décontenancés, désemparés, en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette proposition, qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, heureusement,
Les autres chefs d'État européens n'ont pas suivi cette idée assez bizarre. Et le Quai d'Orsay a ramené à la raison Macron qui avait dit... Et alors oui, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est ce qui se dit, c'est BHL qui lui a soufflé quand même cette idée. Donc ça veut dire que le président français... Attention, on présente, mais il va falloir lire le livre. On va vous donner envie de le lire, mais il ne raconte pas tout. Ouais. Donc ça veut dire que... Il est en train de le réciter, là. Il veut prouver qu'il a vraiment bien lu. On est convaincu. Et je confirme. Et donc oui, enfin bref, donc j'arrête là. Alors... Voilà, je peux le siffler, mais bon, c'était pour raccourcir. Je vais être rapide, 7-8 minutes, mais alors, autre chose importante, intéressante, c'est ce que vous appelez l'inversion des périls. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, enfin une recrudescence du conflit au Moyen-Orient, conflit israélo-palestinien, vient évidemment toujours dans l'analyse cette question de la menace existentielle d'Israël. Alors bon, autant cette question pouvait avoir un sens même en 67, autant maintenant une armée absolument imbattable comme elle a, l'arme nucléaire, enfin c'est une plaisanterie de penser qu'elle va pouvoir être détruite par qui que ce soit. Alors elle peut être détruite en parole, évidemment, par des fanfarons, mais donc... Et effectivement, le 7 octobre, ça pouvait encore avoir un sens pour les gens peu informés de dire ça, mais bon, rapidement, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une véritable inversion des périls. Alors, autre chose intéressante, c'est vous prenez deux événements qui ont vraiment défrayé la chronique et qui sont des exemples vraiment de mensonges médiatiques, de désinformation. C'est l'affaire de Sciences Po, avec donc une réunion de soutien à la Palestine, à Gaza, et des membres de l'Union des étudiants juifs qui sont entrés et qui ont été un peu interpellés, enfin contrôlés, suivis, parce qu'ils étaient réputés prendre les gens dans des vidéos et les répandre sur les réseaux sociaux pour les stigmatiser et les désigner. Et le deuxième, et donc bon, rapidement, mais le mal était fait. Au bout il y a des gens qui ont toujours ça en tête. Alors là, vous montrez très bien la réalité des faits, puisque, bon, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'effectivement, elle n'avait pas du tout été molestée, la personne, simplement, elle avait trouvé l'atmosphère un peu irrespirable, et, parce qu'évidemment, elle était toute seule et tout le monde l'avait repéré. Bon. Deuxième événement, le match de football entre l'équipe de Tel Aviv et Amsterdam. Maccabi Tel Aviv, c'est important parce que c'est vraiment un groupe d'extrême droite. Il y a un autre club de Tel Aviv qui est plus travailliste, tout ça, quoi. D'accord. Et puis contre l'Ajax d'Amsterdam. Et donc, ce qu'ont vu les gens aux actualités, c'est ce qui était qualifié dans les médias de chasse aux juifs, sauf qu'on ne savait pas que... En plus, ils ont une réputation d'hooligans dans l'absolu déjà, mais en plus, là, c'est des hooligans très politisés. Et qu'ils avaient, en fait, ils arrivaient comme supporters, donc ils étaient dans un pays étranger, ils ont commencé à arracher des drapeaux palestiniens qui avaient été accrochés par les soutiens à la Palestine, et ils vociféraient dans le stade en disant il faut finir les Arabes. Bon. Donc personne ne disait que c'était... Que ce qu'ils appelaient la chasse aux juifs, ça faisait suite à des provocations quand même assez incroyables, surtout de la part de gens qui sont des étrangers dans le pays. Si c'était à la limite un groupe hollandais, bon, en France on connaît ça, les groupes qui s'affrontent, mais enfin là des gens qui viennent voir un match qui sont... Donc voilà, c'est quelques exemples. Et la deuxième partie, c'est ce qui concerne donc les intellectuels, des influenceurs au-dessus de tout soupçon. Alors là, il y en a pour tout le monde, puisque ça va du style un peu feel good, comme la rabbin ou la rabbine. Hein. Vous dites rabbine, elle dit rabbin. Bon, rabbin Delphine Orviller, au style vraiment enragé, genre Caroline Fourest. L'universitaire qui quitte un peu son domaine pour tomber un peu dans
dans des explications plus idéologiques comme Gilles Kepel, et des influenceurs alors, qui, malgré leur titre universitaire, s'expriment de façon totalement vulgaire, comme sur les réseaux sociaux, comme Enthoven. Et puis, et à la fin, vous signalez quand même, il y a Delphine Orwiller, Finn Kelkraut, quelques éléments mis en avant jusque-là. Quelques éléments de mea culpa. Mais c'est à la suite quand le trop-plein a été manifeste. Donc voilà, j'ai donné ces quelques éléments. Donc vous pouvez en piocher là-dedans ou alors partir sur d'autres éléments du livre qui vous paraissent. Alors, vous passez tout de suite la parole, rassurez-vous, juste pour confirmer évidemment le jugement de notre modérateur, mais aussi surtout lecteur attentif, notre comité de lecture. Donc lisez le livre, on va vous donner encore d'autres raisons pour ceux qui ne l'ont pas encore acquis de l'acheter. On est assez unanime, mais c'est ce qui explique aussi, parce que c'est quand même aussi un des thèmes, je dirais même peut-être le thème principal du livre, ce que je me suis permis de mettre sur l'affiche, c'est-à-dire les dégâts de la propagande israélienne en France, en particulier sur notre appareil idéologique au sens le plus large. Je parle sous votre contrôle. Absolument. Et là-dessus, je vous rends enfin la parole. Oui, alors, d'une part, moi je suis parti du postulat que les Juifs de France, la communauté juive de France, et quand on dit communauté, c'est déjà un mot qui est ambigu, parce que c'est à la fois tous les Juifs qui sont loin d'être sionistes, et beaucoup sont antisionistes, peut-être certains d'entre eux sont ici ce soir, et puis c'est aussi la communauté organique, c'est-à-dire le CRIF pour les organisations qui sont autour du CRIF. Donc mon livre s'adresse, disons, beaucoup à des gens qui sont soit qui appartiennent vraiment à la communauté juive et qui ont des doutes, et puis aux autres, à tous les autres qui ont été sensibles à la propagande dans les médias. Et ce que je disais, c'est que en fait, la question coloniale est centrale dans cette affaire, et y compris, bien entendu, les liens de la communauté juive française avec Israël. C'est un enjeu pour Israël de tout temps. Et c'est un enjeu, je remonte le temps un petit peu, depuis même la guerre d'Algérie, même avant, parce que, faut pas l'oublier, la France a été, la France officielle a été antisioniste avant-guerre, alors que le Royaume-Uni était sioniste, pour des raisons qui étaient tout à fait intéressées, puisque on avait très peur ici, des gouvernements sociodémocrates, etc., d'avant-guerre, une prise de position en faveur d'une migration massive de Juifs en Palestine enflamme le Maghreb à un moment où on essaie de contenir encore, quand je dis on, c'est pas moi spécialement, de contenir donc le soulèvement qui commençait à poindre avec Messali Hadj et quelques autres. Et puis à partir du moment où la guerre d'indépendance a commencé, alors là, l'intérêt français s'est renversé et on est devenu ultra-sioniste. Et notamment les gouvernements sociodémocrates des années 50, c'est ce que j'ai appelé l'âge d'or, disons, des relations entre la France et Israël, qui s'est concrétisé notamment par la bombe atomique. C'est la France qui a permis à Israël d'avoir la bombe atomique. Et puis, des relations très, très étroites. Alors, il y avait aussi un récit qui est très important, j'y reviens dans le livre, un récit autour de la question du kibbutz. C'est-à-dire que, alors, quand je suis dans d'autres réunions, ici, je n'oserais pas le dire, mais je vais le dire quand même, je dis, aussi incroyable que ça puisse paraître, à un moment donné, Israël a eu une image de gauche en France. Confirme, hein. Oui. Non, mais c'était l'idée du kibbutz, le soviet, quoi. C'est ce qu'on appelle une prétérition. Je ne vais pas le dire, mais je le dis quand même. et donc, effectivement, il y a eu cette image avec les kibbutz, etc. Et beaucoup de jeunes Français non juifs sont allés là-bas parce que c'était, en effet, un socialisme non stalinien, etc. Bon, voilà. Donc, il y a eu cette image qui s'est rapidement dégradée, mais qui, là,
c'est beaucoup dégradé, notamment à partir de 67. Mais déjà, j'insiste beaucoup là-dessus, j'insiste sur le fait que jamais le sionisme, car c'est finalement le thème central de mon livre, le sionisme n'a jamais été progressiste. Il y a un sociologue qui a dit à un moment donné le sionisme a été humaniste. Non, jamais, jamais. Mais il a donné cette illusion, justement. Parce qu'il y avait effectivement une double fonction du sionisme, à la fois du point de vue juif, c'était un mouvement émancipateur, et c'est vrai que c'est né de l'antisémitisme en Europe de l'Est notamment, puis après l'affaire Dreyfus, etc. Mais même ce sionisme-là, qui se construisait sur des bases idéalistes ou fantasmées, que sais-je, etc., c'était un mouvement qui excluait les Arabes de tout temps. Donc ça a toujours été un mouvement racialiste, pour ne pas dire raciste, même dans son image positive, même quand le pays avait cette image dite de gauche, qu'il a énormément perdu maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, à partir des années 30, à l'intérieur du sionisme, ce mouvement de droite et même d'extrême droite qu'on a appelé révisionniste, d'un personnage qui est intéressant d'ailleurs, Vladimir Jabotinsky, qui a en effet commencé à théoriser l'idée que la gauche sioniste, c'était Ben Gourion grosso modo, le parti travailliste, c'était des crétins parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir négocier avec les Arabes le retrait des Arabes. Et ils disaient, celui qui respecte les Arabes, c'est moi, et donc, comme je les respecte, je les tue, quoi, en gros. Hein. Je les prends au sérieux. Hein, je les prends au sérieux, voilà. Hein. Et alors, pour sauter un peu les étapes et pas faire la chronologie de l'histoire, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, qui est-ce qu'on a au pouvoir aujourd'hui? On a les jabotinskistes, en fait, plus vulgaires que le personnage. Lui était un personnage un peu qui avait une part de romantisme en lui, mais psychologiquement, culturellement, je dirais. Hein. Là, aujourd'hui, on a des gens qui sont des fascistes et qui sont au pouvoir. Et là, j'en reviens plus directement à mes intellectuels que j'éreinte, que j'égratigne, que j'éreinte parfois, pour certains dans le livre. Ce sont des gens qui font mine. Alors je ne sais pas, je ne peux pas mesurer leur degré de sincérité ou d'insincérité, qui font mine de ne pas voir que ce pays qu'ils aiment tant, et ils ont parfois des raisons personnelles, familiales, etc., de l'aimer, a changé complètement. C'est-à-dire qu'on arrive à cette situation où des gens, je pense à la rabbine Horviller, mais même à Eva Illouz, qui se dit de gauche, etc., ou combien dans les médias français, etc., Keppel, il a cessé d'être de gauche depuis longtemps, mais enfin bref, ces gens-là, comment font-ils pour admirer autant, soutenir autant un gouvernement fasciste, donc sans doute ils ne voudraient pas en France, pour certains d'entre eux. Hein. Donc là, c'est une contradiction terrible qui transforme, disons, Israël en un pays qui aurait été un pays immobile de l'histoire, qui n'aurait jamais évolué, qui n'aurait jamais eu d'autres gouvernements que les travaillistes de la première heure, qui déjà étaient exclusivistes. Hein. Faut être très clair là-dessus. Mais enfin, ils pratiquaient une autre politique que Ben-Gvir et Smotrich, actuellement les deux fachos, et d'ailleurs Netanyahou aussi, parce que dire du mal de Ben-Gvir et Smotrich est devenu l'exercice le mieux partagé du monde maintenant. Et donc il ne faut pas exonérer Netanyahou et le reste du gouvernement, et malheureusement une grande partie de l'opinion israélienne en simplement dénonçant Smotrich et Ben-Gvir. Mais je veux dire par là, donc, c'est l'une des choses qui pose le plus problème, c'est en effet le regard fixe, immuable en quelque sorte, que ces intellectuels ont continué de porter sur Israël, et en niant l'évidence que ce pays aujourd'hui est un pays dirigé par des fascistes. Et donc, alors quand c'est BHL et Enthoven, je vais vous décevoir, je parle très peu de BHL et Enthoven, et je l'explique pourquoi dès le début. De toute façon, leur casier est voilà, déjà bien lourd. Et j'explique pourquoi, parce qu'effectivement, j'ai fait
une distinction qui est assez audacieuse et probablement pas très politiquement correcte entre les propagandistes, c'est ceux-là qui sont ce que j'appelle des propagandistes d'armée, BHL, Enthoven, etc. Et j'en parle assez peu, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un habitué du mépris, mais je dois avouer que je les méprise quand même assez, ceux-là. Ils sont particulièrement crétins, il faut dire. Oui, ils ont essentiellement un public de crétins. Oui, mais bon, ils sont actifs. Ils sont actifs. Mais ce qui m'a intéressé, c'est les autres, ceux qui sont beaucoup plus complexes. Alors, c'est peut-être un péché d'orgueil de ma part. J'ai dit, je vais me payer les gens les plus difficiles, les plus compliqués. Keppel, bon, qu'est-ce qu'il raconte Orwiller, qu'est-ce qu'elle dit Illouz, etc. Bon, donc, c'est à cette tâche que je me suis attelé. Et ceux-là, je les ai appelés des influenceurs. Influenceurs au-dessus de tout soupçon. Hein. Bon, c'est un mot que j'ai volé aux réseaux sociaux pour les distinguer des propagandistes qui sont embarqués dans les chars israéliens. Le canal historique. Le canal historique, voilà. Donc j'ai fait cette distinction. Et j'analyse, si j'étais plus pédant, mais on va l'être un petit peu, je déconstruis les discours de Keppel. Je ne sais pas si ça a été beaucoup fait à ce point, et parce que je me suis payé non seulement ses livres, mais j'ai été courageux. C'est de l'abnégation, là. Oui, mais alors j'ai été encore plus courageux que ça, parce que je suis allé le voir sur CNews. Ah oui, là c'est du masochisme. Ou de l'héroïsme. Oui. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a deux discours, parce que quoi qu'on en dise, dans ses livres, il est quand même jaloux de son statut académique, disons. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il dit des choses. Bon, c'est un érudit, hein, mais en ce moment, c'est marrant. Je lis les fragments d'Héraclite. Bon, c'est pas tout le monde, mais et Héraclite dit à un moment donné, il dit l'érudition n'enseigne pas l'intelligence. Et c'est formidable comme citation pour Keppel. Ça lui va comme un gant. Hein. Mais en plus, on peut dire que ça n'est pas un érudit. Sur les questions qu'il aborde, c'est ça, en dehors de celles qui le concernent personnellement et très directement, c'est loin d'être un érudit. Oui, mais le problème, c'est qu'il ramène le conflit israélo-palestinien à son cercle de compétences, c'est-à-dire aux sourates du Coran. Et donc, déjà le mot pogrom... Et même ce prétendu domaine de compétences concernant Keppel est plus que relatif, pour ne pas dire lacunaire. Alors, en tout cas, il explique en permanence. D'abord, c'est des pogroms, le 7 octobre, c'est un pogrom. Non, c'est pas, le mot ne convient pas du tout. Le pogrom, évidemment, renvoie à ce qui se passait dans la Russie tsariste, l'antisémitisme de la fin du 19e et du début du 20e. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un acte antisémite. On a beaucoup dit le Hamas est antisémite. Moi, j'en sais rien. De toute façon, ça n'a pas de sens, l'antisémitisme à Gaza. Je veux dire, quand je raconte une anecdote à un moment donné de la journaliste d'Haaretz, Mira Haas, qui vivait à Gaza à ce moment-là et qui raconte qu'elle était dans la famille palestinienne où elle dînait le soir. Il y a un gamin qui a dit du mal des Juifs et son père lui a dit « Mais tu sais pas qu'Amira est juive ?» Et le gamin a dit « Elle ne veut pas être juive, elle n'a pas de fusil. » Donc voilà l'image. C'est pour ça que la question de l'antisémitisme à Gaza ou en Palestine n'a pas le même sens que à Saint-Germain-des-Prés. Hein. C'est clair, je veux dire. Et l'un des procédés utilisés en permanence par la propagande consiste à projeter justement le mot d'ici là-bas. Hein. C'est ce qui a amené par exemple l'exclusion de cette malheureuse étudiante qui venait de Gaza, qui venait de sortir de Gaza, de l'enfer de Gaza, et qui avait eu des propos qualifiés ici d'antisémites, mais on n'a pas du tout fait l'effort de se mettre à la place qui était la sienne. Elle a été renvoyée, non pas à Gaza, je ne sais pas où, mais ensuite on a fermé complètement les vannes pour tous les étudiants gazaouis qui postulaient à venir en France. Donc voilà l'exemple même de... Voilà. Donc Keppel, c'est d'une part, effectivement, expliquer le conflit par la religion, donc les sourates du Coran, il démontre que Mahomet est déjà, etc. Donc c'est pas le Hamas
qui a fait le 7 octobre, c'est Mahomet. Chez Keppel, c'est ça. Et donc il y a toute effectivement une démonstration qu'il répand à la télévision et devant lesquels les pauvres journalistes, si j'ose dire, n'en peuvent mais, ils sont là, donc ils gobent tout. Donc, il y a beaucoup d'intervenants. Je vais être très bref, c'est à la fois vrai et faux, parce que ça montre surtout la duplicité des journalistes, parce qu'ils sont beaucoup moins tolérants, bienveillants et attentifs quand il s'agit de défendre les thèses inverses, les mêmes journalistes. Je ne sais pas si tu as remarqué, je suppose que tu as remarqué ça. Certes, oui. Donc alors il y a ça, et puis il y a le deuxième versant du keppelisme, si j'ose dire, c'est de géopolitiser le conflit. C'est-à-dire que... Oui, là où il est totalement incompétent. Alors là il dit en gros, il explique en gros que le conflit israélo-palestinien n'est qu'une piécette, disons, dans un puzzle beaucoup plus vaste, que du coup c'est un coup de l'Iran, que c'est et que donc je dis à un moment donné le Palestinien est devenu le hallebardier de la tragédie, vous savez, le mec qui est au fond de la scène, qui dit rien et qui n'est qu'un objet, quoi. Donc le discours de Keppel, c'est ça, c'est la religion d'un côté et de l'autre côté la géopolitisation pour noyer dans un ensemble plus vaste. Et de toute façon ça aboutit à quoi? Ça aboutit à nier le caractère territorial du conflit, le caractère identitaire du conflit, et à nier donc le caractère colonial du conflit. Oui, vous dites ça dépalestinise. Ça dépalestinise, absolument. Donc, et effectivement, à nier le caractère colonial du conflit. Donc, comme il n'y a plus de caractère colonial du conflit, et puis qu'il y a eu le 7 octobre, le pogrom, etc., qu'est-ce qui reste? Il reste l'antisémitisme. C'est-à-dire que ça vient de l'antisémitisme surgi de la nuit des temps, qui est le fait des musulmans. On en trouve ça dans les sourates, ils les citent, etc. Et avec en plus l'équation antisémitisme égale sionisme, ou sionisme plus exactement égale antisémitisme. Voilà, ouais. Alors, bien en permanence. Antisionisme. Enfin, antisionisme égale antisémitisme. On avait compris. Tout le monde avait corrigé. Voilà. Donc, Ilouz, c'est autre chose. Alors elle nous noie dans une fumée de wokisme, c'est le wokisme. Alors c'est terrible parce que là aussi, elle explique tout ce qui s'est passé par la French Theory. Oui, parce que le wokisme, c'est le côté gauche, voilà, pour dire les choses clairement, donc forcément. Et donc il y a en effet ce discours. Alors là, c'est pas Mahomet, c'est Derrida là, qui est l'auteur du 7 octobre. Donc, c'est exactement ça, c'est à peine caricatural. Mais il n'est pas question du tout, il n'est pas question une seule seconde dans ses livres ni rien. Par quelle médiation de Ridas, excuse-moi. C'est la French Theory, le wokisme, c'est comme ça que... C'est le wokisme qui est à l'origine de ça, et le wokisme c'est Derrida. Et c'est Derrida, c'est la French Theory, etc. Bon, donc... lisez le livre, vous en saurez plus, évidemment, ce sera clarifié. Voilà, donc ça c'est l'écran de fumée total, et dans tous les cas, il y a quand même un trait commun. Alors Horviller c'est autre chose, c'est en permanence, disons, la douleur juive. Alors moi, encore une fois, le 7 octobre ou le 8 octobre, le 9 octobre, je la comprends, la douleur juive. Je veux dire que des gens aient eu une sorte de réminiscence épouvantable par rapport à la Shoah, etc. Surtout qu'on n'a pas arrêté de leur dire, c'est la Shoah qui recommence, etc. On va tuer les Juifs, etc. Je comprends ça. Mais quand il y a 10 000 morts, 20 000 morts, 70 000 morts, et que notre camarade Horviller n'en dit toujours pas un mot, et que tous ses livres sont « Oh ma douleur », comme vous savez, « Sois sage ma douleur » de Baudelaire, c'est ça, quoi. Donc elle se lamente sur son sort, et donc les Gazaouis, les Palestiniens, la douleur palestinienne, la souffrance palestinienne, le massacre, l'anéantissement, le génocide bientôt, tout ça n'existe pas. Donc son discours est totalement excluant, et c'est le trait commun, tous ces gens-là. Pourquoi il est excluant? Parce qu'on exclut toujours la cause, la matérialité du conflit. Enfin, ce que j'appelle la matérialité du conflit. J'essaie d'être un peu matérialiste moi aussi. Ici, je ne dois pas être le meilleur, mais bon. Non, alors, peu importe. J'essaie. Je fais des efforts. Je fais des efforts. J'ai beaucoup travaillé.
Donc la matérialité du conflit, qui est d'abord une matérialité coloniale, c'est un conflit à caractère colonial. Et quand on nie ça totalement, qu'on l'exclut totalement, eh ben, qu'est-ce qui reste comme cause? L'antisémitisme. Précisons colonial, colonie de peuplement, hein. Attention, Oui, parce oui. qu'à l'intérieur de tous les conflits coloniaux, beaucoup de sortes de colonies. Oui. Bah, alors moi, c'est une colonisation de peuplement, ça c'est aussi une Oui, détermination très importante. Ouais, bah, je fais je développe pas mal ça dans le livre, mais bon, voilà, donc c'est ça quand même le fond de l'affaire. Et pour terminer, parce que je sais pas à quelle heure il est, ni, Non, c'est bon. je suis dans les temps, encore, ça va. Non, tu es largement dans les temps, Bon. mais après tu pourras développer en fonction des questions posées. Ce qui m'est apparu très très fortement, et je dois dire que ça m'a fait bouger, disons, dans ma vision du conflit. Je vais vous dire, faire un aveu. Jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a très peu de temps, disons, je bottais un peu en touche sur la question du sionisme et de l'antisionisme. Je suis antisioniste, je vous rassure, culturellement, politiquement, philosophiquement, depuis toujours. Mais dans les débats publics, je pensais toujours à des amis sionistes qui, au fond, disaient comme moi sur plein de choses. Hein, je pourrais en citer, mais il y en a qui sont encore tout à fait vivants, etc. Et je me disais, bon, ils se trompent sur ce que c'est. Il y en a même qui sont intervenus ici. Oui. Oui, bon, ça m'étonne pas. Ils sont fâchés avec nous depuis. Hein. Mais peut-être que vous avez peut-être eu... Certaines, ouais, bon. Mais donc, en tout cas, voilà. Donc j'avais cette réticence. Et puis là, je me suis dit, finalement, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé le 7 octobre, le grand mensonge du 7 octobre, vous l'avez tous en mémoire, c'est il n'y avait rien avant, tout surgit, parce que comme c'est l'antisémitisme, que c'est pas la question coloniale, il y a une rupture de continuité de l'histoire, et tout part du 7 octobre, donc, et rien avant, quoi. Et d'ailleurs rien après, puisque comme ils ont pas parlé du massacre et du génocide, il n'y a rien après non plus, mais rien avant. Et je me suis dit là, il faut vraiment réintroduire à toute force, et c'est une erreur de céder sur cette question de l'antisionisme, à toute force, il faut réintroduire le sionisme, parce que c'est précisément ça qui donne la continuité historique de ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est-à-dire que, et on le voit très bien, c'est-à-dire que le 7 octobre a été un effet d'aubaine pour les sionistes, en Israël en particulier, mais dans le discours propagandiste en France aussi. Il y a un événement qui est passé complètement à l'as, et dont je parle dans le livre. J'ai pas vu beaucoup de traces, ni dans la presse, ni ailleurs. N'en dis pas trop, Oui. pour que justement ils lisent le livre. Ah bah oui, mais il faut appâter. Oui. Vas-y, appâte. Alors, c'est mon dernier appât. Après, je ferme. Oui, en janvier 2024, je ne me trompe pas, Ben Gvir et Smotrich font une fête à Jérusalem qui s'appelle la fête de la victoire. Je vous rappelle qu'on est quand même 3 mois après le 7 octobre. Et on danse, et on danse, et on danse, et on rit, etc. On ne boit pas, mais on danse. Et on danse sur les morts. Sur les morts palestiniens, c'est bien le moins qu'ils puissent faire. Mais on danse sur les morts israéliens aussi. Pourquoi ? Parce que ces gens se sont convaincus, et malheureusement, la suite leur a donné raison, que le 7 octobre allait être une aubaine pour poursuivre la mission historique du sionisme. Et on se souvient qu'en 2001 déjà, Ariel Sharon, qui était Premier ministre, avait dit on continue, on va achever, disons, la mission historique du sionisme, c'est-à-dire aller jusqu'au Jourdain, etc. Voire plus loin, parce que dans la Bible, c'est même pas le Jourdain, c'est l'Euphrate, donc ça leur promet encore des beaux jours. Mais donc, voilà, c'est à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire cette annexion rampante, parce que les grands diplomates disent on est contre l'annexion, etc. Mais oui, si elle est rampante, parce que elle est très violente, mais ça n'empêche pas. Oui. Mais pourquoi je dis rampante ? Parce que ils vont pas dire annexion, ils disent pas qu'ils ont annexé, ils annexent. Tout simplement, je veux dire. Et donc toutes les proclamations diplomatiques consistent à dire nous sommes contre l'annexion, etc. On voit très bien que le Quai d'Orsay, tout ça dit ça. C'est totalement inopérant, puisque précisément l'annexion est en train de se faire très violemment avec des pogroms. J'ai utilisé le mot exprès pour un retour d'ironie, j'ose dire, dans les villages arabes. Donc cette annexion, et là on a précisément la
continuité, une sorte de continuum entre 48, disons, la proclamation d'Israël, le discours d'Ariel Sharon en 2001, qui dit maintenant on va poursuivre la tâche, disons, historique du sionisme pour conquérir vers le grand Israël, hein, et ce que font aujourd'hui les fascistes qui sont au pouvoir. Donc là, je crois qu'on a un devoir. Alors, vous allez dire, vous n'avez peut-être jamais eu le moindre doute sémantique là-dessus, mais le devoir absolu de réinscrire le 7 octobre dans l'histoire longue du conflit et dans l'histoire longue du sionisme, parce que le sionisme, c'est un mouvement qui a de la suite dans les idées, pour le dire comme ça, hein, qui a de la suite dans les idées, mais qui peut plier, mais qui ne rompt jamais. Il y a des moments où on lève le pied, il y a moins de colonisation, on réduit la colonisation, etc. Tout ça, il y a eu des vagues comme ça. Mais au fond, même dans ces moments-là, disons très très peu, hein, les deux années de Rabin, et encore, parce que je donne des chiffres de colonisation de ces années-là quand même, qui n'ont pas cessé. Mais disons qu'il y a eu en effet un moment un petit peu de repli de la réalisation de l'objectif sioniste, mais au total, disons, on n'oublie jamais le but, l'objectif final, si j'ose dire, qui est en effet d'éradiquer complètement, disons, la présence palestinienne, de l'anéantir. Alors c'est soumission ou extermination, hein. C'est-à-dire soumission, bon, et ça, Jabotinsky, le père du sionisme de droite, d'extrême droite, qu'on appelle révisionniste, le disait, ils peuvent rester, mais il faut qu'ils se soumettent complètement, et que ils sont les citoyens de seconde zone dans un État juif. Voilà. Et puis si ils résistent, s'ils ne se soumettent pas, alors c'est extermination. Et c'est en gros ce qu'on a vu à Gaza, et c'est pour ça que le mot génocide n'est pas pour le moins excessif, hein. Donc on a donc cette continuité. Avec volonté en plus, oui. Le génocide. Oui, absolument. Oui. Alors je peux dire un mot, mais je ne vais pas trop, parce qu'effectivement ils ne vont plus le lire après oui, le livre. Oui, voilà. Lisez le livre. Non, simplement un mot pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure dans votre très aimable introduction, sur l'histoire de Sciences Po, bon, vous verrez, qui m'a scandalisé, moi, totalement, mais aussi l'histoire d'Amsterdam, que je trouve presque encore plus édifiante, avec le club, le Maccabi de Tel Aviv, tout ça. Hein. Quand les joueurs, les supporters entrent dans le stade en criant quand même, non pas à mort les Arabes, alors c'est en hébreu, hein, mais ils crient laissez l'armée en finir avec les Arabes, ce qui n'est pas si différent que ça. Finir les Arabes. Finir les Arabes. D'accord, ouais. Voilà. Et donc, alors j'ai entendu beaucoup de gens à la télévision dire des gens crier à mort les Juifs ici, ce que j'ai jamais entendu dans une manif. Moi. Jamais. J'ai entendu à mort Israël, bon, ce qui n'est pas forcément génial comme mot d'ordre, mais enfin, en tout cas, c'est pas pareil. Et en tout cas, ils ont à mort les Arabes, ça on l'a entendu sous cette forme un peu édulcorée, à peine édulcorée, là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi attaqué les Arabes dans la rue avant le match. Oui, en plus, oui. Et alors je ne suis plus je fais un taxi, oui. Je ne suis plus à dire, parce que le grand slogan qu'on entend sans arrêt ici, c'est ils ont été attaqués, vous savez, le mot qui définit l'antisémitisme, parce que juif. Bon, c'est une bonne définition. Si on attaque quelqu'un uniquement parce qu'il est juif et qu'il n'a rien fait, c'est une définition qui est indiscutable. Mais là, ils ont attaqué les Arabes parce qu'Arabes. On peut retourner absolument Et ça a été terrible, ce qui s'est passé avant. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, alors, c'est évidemment l'empressement, comme dans l'affaire de Sciences Po, du gouvernement français à crier... Et de la presse. Et de la presse. Le retour... il n'aime pas la presse, moi je suis journaliste. Alors Oui, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, puisque c'est justement l'objet de ton livre. Pas trop la presse, enfin, je ne les épargne pas, mais c'est pas mon sujet. Mais enfin, ça aurait pu l'être. Puis celle-là a été dans des livres précédents. Mais enfin bref, toujours est-il que tout le monde s'est empressé
à dire c'est un déferlement d'antisémitisme, le retour de l'antisémitisme sur l'Europe, etc., le gouvernement français, etc. Comme à Sciences Po, où une heure après, le Premier ministre, c'était Gabriel Attal à l'époque, la Pécresse, la présidente de la région, retirait les crédits de Sciences Po, Keppel criait là aussi à l'antisémitisme, etc. Bon, alors que les faits qui ont été simplement établis le lendemain ou le surlendemain ont complètement démenti ça. De la même façon, aux Pays-Bas, la police et la justice néerlandaise a dit non, ça n'a pas du tout été un acte antisémite, ça n'a pas du tout été un mouvement antisémite, etc. Mais ce qui est terrible, et là on en vient en effet à la presse, puis disons comment la conscience est manipulée, évidemment, le mensonge qu'on s'empresse de proférer comme ça dans les médias, etc., s'imprime, s'inscrit. Et dès qu'il y a le démenti, silence radio. Ah bah il y a le démenti. Excuse-moi, je t'interromps, mais oui. une très courte incise, c'est l'affaire du concert là, donné, Oui. je sais plus, comment ça s'appelle, au nouveau conservatoire, là, à la Villette, là-bas, où ce qu'ils ont omis de dire, c'est que les mecs qui en avaient agressé d'autres, c'était pas du tout les mecs qui étaient venus manifester, qui étaient totalement pacifiques, c'est les autres qui les ont castagnés. Donc c'était l'inverse. Et du coup, après, on n'en a plus parlé de ça. En tout cas, bon. Mais alors, le barouf qu'il y a eu à ce moment-là, c'est scandaleux, y compris non seulement de tous ceux que tu cites, le gouvernement, jusqu'à Macron et autres. Mais ce qui est intéressant, malheureusement, c'est un mécanisme classique de la presse et de l'espace public. C'est-à-dire que le démenti passe toujours inaperçu. C'est devenu un mécanisme. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, à mon avis. Ça a toujours été comme ça. Il ne faut pas exagérer quand même, dans un sens comme dans un autre. Mais enfin, toujours est-il que, effectivement, le démenti passe à l'as. Et donc, si on interroge encore des gens aujourd'hui sur l'affaire de Sciences Po, etc., l'affaire d'Amsterdam, je pense qu'elle est partie parce que c'est à l'étranger, etc. Mais l'idée selon laquelle il y a eu un acte antisémite, que des juifs ont été empêchés d'entrer dans l'amphi, qu'ils ont même été peut-être rudoyés, etc., c'est toujours le discours officiel qui revient en permanence. Donc ça c'est terrible, et voilà là comment, en effet, Israël marque des points. Bon, je pourrais, pour actualiser mon propos, mais c'est pas dans le livre parce que je n'avais pas prévu, c'est l'affaire de Francesca Albanese hier. C'est typiquement la même chose. Hein. Je vais conclure là-dessus du coup. Hein. Vous avez vu, donc elle a eu des propos, alors c'était sur Al Jazeera, donc déjà c'était de mauvaise fréquentation, mais elle a un propos qui a été immédiatement transformé pour lui faire dire que Israël était l'ennemi de l'humanité, l'ennemi mortel de l'humanité. Bon, c'est pas ce qu'elle dit. Mais là, à propos justement des journalistes, il faut reconnaître que l'UMA a diffusé une vidéo, l'a interviewée pour qu'elle puisse faire ce démenti, mais qui s'est intéressé à ce que racontait l'UMA, y compris sur ces vidéos. Mais enfin, il faut donner crédit à l'UMA qu'ils ont donné la parole au moins à Francesca Albanese pour qu'elle mette les choses au point. Elle a vu un propos qui pouvait très très bien être utilisé de façon ambiguë, mais elle dit, en gros, elle dit Israël a été soutenu par tout le monde, etc. C'est l'époque, la victoire des armes, la victoire du déni de droits de l'homme, etc. Hein. Et c'est un système. Voilà notre ennemi, le système. Voilà notre ennemi que nous savons notre ennemi mortel, l'ennemi mortel de l'humanité, dit-elle. Mais du coup, quand évidemment on rapproche le début du discours, de la fin du discours, ça devient Israël. On avait connu ça il y a 20 ans avec Edgar Morin. Edgar Morin avait dit dans une interview, dans une tribune, il avait dit le conflit israélo-palestinien est le cancer de l'humanité. Et il avait été attaqué pour antisémitisme parce que c'est devenu Israël et le cancer de l'humanité. Et puis Israël, les Juifs, etc. Donc voilà. Même chose avec Stéphane Hessel, qui d'ailleurs était son copain, et qu'on connaissait bien. Oui, c'est récurrent, cette méthode. Cette méthode. Donc voilà le genre de manipulation auquel on assiste, et c'est très difficile malheureusement d'aller contre. Donc
Mais nous sommes quand même là pour ça. Voilà, et nombreux. Alors, Bon, bravo. Comme on disait au temps de Mao, Oui. feu sur le quartier général. Et comptons sur nos propres forces. Ça, c'était la révolution On a culturelle. raison de Hein se Bon, alors des questions du public, là. Ah oui, on a notre questionneur en chef, évidemment. Non, moi je voudrais partir de ce que je perçois être une très légère, vous allez me dire si j'ai tort, une très légère contradiction dans votre propos à la lumière de votre exposé. C'est sur la question du sionisme. Vous avez dit que le gouvernement israélien actuel, les actes barbares depuis 2 ans qu'il commet, était un gouvernement fasciste. Ce qui, je vois, quand on s'informe et quand on suit la réalité de ce qui se passe depuis 2 ans, mais même avant, depuis 2 ans, me semble difficilement contestable. Mais lorsque vous avez parlé du Hamas, qui est une organisation sur laquelle il faudrait, sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire, mais vous avez dit que c'était des terroristes. Et ça me semble, si vous voulez, l'emploi de ce terme oui, je crois qu'il... Je l'écris, j'assume totalement. Je te laisse finir juste une incise. Eux-mêmes se Oui, déclarent terroristes. Oui. comme tu dis, toi, toujours au sens de Pasqua, au sens où il faut terroriser les terroristes. Les Au sens où terroristes, l'État ils sont d'Israël sur le est un même État terrain. terroriste. Alors, Mais je voudrais juste... oui, Et si vous voulez, ça, c'est... Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent d'employer le terme de résistance pour le Hamas, Pour le Hamas, je vous ou pose pour les fascistes israéliens. Non, pour le Hamas. Hamas. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais c'est pour vous dire. Parce que, si vous voulez, le terrorisme, c'est celui de la violence d'État d'Israël, qui n'a pas d'ailleurs commencé qui date de bien avant 2023. Qui date de la Nakba. Pardon. Et même avant. Allez-y. Oui, Et même ils avant. sont terroristes au sens où les résistants français l'étaient. Et au sens où les partisans résistants, français c'est ça, l'étaient étaient traités de parce qu'ils terroristes. résistaient contre- Exactement. Voilà. Absolument, je suis C'est d'accord comme ça aussi, qu'ils hein. se présentent, Et oui. comme terroristes. Voilà, Et- on te laisse finir ta question. Non, mais j'ai perdu mon fil. Oui, Non, oui, donc mais- la question j'ai compris, c'est à j'ai propos compris. du fascisme et du Hamas comme Oui, terroriste. mais c'est lié aussi à la question de 67-48, dans l'aparté, lorsqu'on a un peu discuté avant la soirée, Laurent Devangan est là, il parlait de la question de 67 et de 48. C'est-à-dire que le problème ne commence pas avec 60... je vais faire le lien. Le problème ne commence pas avec 67, et c'est ce que vous semblez penser. Et c'est là... Que je penserais que ça commence en 67. Hein. C'est ce que vous sembliez suggérer. Le Ah, problème... je semblais mal. Hein. Non, mais c'est moi qui... Vous allez, mal vous, compris. allez, vous allez clarifier. Le problème commence dès 48, avec la Nakba. Non, commence bien avant. Oui, avant. bien avant, mais je veux dire, mais en tout cas poser bien avant, mais en tout cas dire qu'il commence en 76, c'est déjà adopter un point de vue qui est sioniste. Et est-ce que vous, malgré vos positions tout à fait courageuses et moi je pense rationnelles et pertinentes, est-ce que vous ne restez pas, Et raisonnable. et raisonnable exactement, malgré tout encore un peu prisonnier du point de vue sioniste, étant entendu que le sionisme, entre guillemets, de gauche, c'est une mystification. Ça n'existe pas. Vous citiez Shimon Peres, qui est... Je le cite dans le non, livre, non, je l'ai pas cité dans ici. votre, excusez-moi, dans votre présentation, qui est communément perçue comme une espèce d'homme de paix, très à gauche, libéral, mais en réalité, comme vous l'avez suggéré, vous l'avez dit, lors de sa prise, il a été assassiné par un extrémiste, tout ça. Non, là c'est Rabin. Rabin, excusez-moi, je confondais. Ah oui, excusez-moi, c'est de Rabin dont tu Rabin, parles. il a été, excusez-moi, je confondais, parce que justement, Shimon Peres aussi est perçu comme un homme Oui, de parce paix. que Rabin était quand même Oui, mais de sous- droite, Shimon Peres supposé de gauche. Oui, mais Rabin, qui est présenté comme quelqu'un de très conciliant, sous sa présidence, les colonies israéliennes et l'annexion des territoires avaient, alors qu'il a quand même été après assassiné, et ce qui avait permis l'accès au pouvoir de Netanyahou. J'ajouterais aussi, pour la question du sionisme, et là, je pense à des articles de Haaretz, ou évidemment aux États-Unis, les excellents travaux de Max Blumenthal du site The Grey Zone, que pour ce qui est des exactions d'octobre 2023, Finkelstein bien sûr, les exactions d'octobre 2023, des travaux tout à fait sérieux montrent qu'une partie des victimes du 7 octobre israéliennes ont été assassinées par les Israéliens eux-mêmes. C'est la fameuse doctrine Hadibal. Donc
si vous voulez, Alors la question. la question, oui, j'ai un peu perdu le fil, c'est la question de votre rapport au sionisme. Est-ce que vous ne restez pas, malgré tout, prisonnier un peu, en dépit de vos positions Le très... schéma de pensée. Oui, est-ce que vous ne restez pas... Est-ce qu'il n'y a pas en vous un reste de mansuétude, de bienveillance à l'égard de ce qu'est le sionisme, alors qu'aujourd'hui, je crois qu'à la lumière de ce qui se passe, on peut plus être conciliant vis-à-vis de cette idéologie, qui est une idéologie vraiment barbare, je crois. Tant vis-à-vis des Palestiniens, il faut le souligner, que vis-à-vis des Juifs, puisque Israël prospère sur l'antisémitisme et prospère sur la haine du Juif, en réalité. Est-ce que vous serez d'accord avec ces positions ou est-ce qu'elles vous semblent trop extrêmes? Non, mais je ne sais pas si je réponds tout de suite, parce que comme je suis bavard, Allez-y. Allez-y. ça va nous emmener loin. Mais bon, d'abord, je ne fais pas du tout partie de l'histoire de 67, ô combien. Par contre, je dis que 67 est une date très importante. Pourquoi? Parce que Israël rentre dans Jérusalem-Est, rentre dans les territoires, et ce à quoi on assiste avec 67, c'est quelque chose qui va être porteur d'avenir, mais d'un avenir funeste, c'est-à-dire la fusion des deux sionismes. C'est-à-dire que le sionisme qui se prétendait de gauche, etc., qui disait les deux États et tout ce qu'on veut, va totalement se fondre dans le sionisme de droite dont la référence est la Bible. Car une chose qui est fondamentale dans le sionisme, sans la Bible, sans l'Ancien Testament, sans la promesse de Dieu à Abraham, il n'y a plus de sionisme. Et il n'y a plus de sionisme de gauche non plus. Et donc jusqu'à 67, le sionisme de gauche vivait relativement sur un déni, un mensonge, une occultation de cette question-là. À partir de 67, de l'invasion, de l'entrée dans les territoires palestiniens, de ce qui restait des territoires palestiniens, à ce moment-là, il y a vraiment une fusion des deux sionismes. Et donc la Bible, et d'ailleurs on le voit très bien, parce que par exemple, une femme comme Eva Illouz, dont on peut penser qu'elle est plutôt athée, ou en tout cas pas religieuse, in fine, dans son argumentaire, c'est quand même la Bible à la fin. Je cite un extrait qui est quand même absolument étonnant, sous sa plume en tout cas. Hein. Donc c'est pour ça que je dis que 67 est important. Mais évidemment, ça ne commence pas en 67. Hein. 67 est une aggravation et une continuité, et relance, disons, la question du sionisme. Pour aller dans ton sens, mais sur des bases historiques, puisque j'ai vécu cette période, cette époque, du point de vue français, pour se rendre compte à quel point c'est une bascule à toutes sortes de niveaux. C'est le moment où la France, qui était un allié historique d'Israël au travers de Gaulle, qui avait quand même armé. Jusqu'ici, ce n'était pas les Américains, c'était les Français qui avaient armé les Israéliens, je crois que tu en as parlé tout à l'heure. Mais ils avaient pris l'engagement auprès de Gaulle de jamais s'en servir de manière offensive de ces armements. Et là, ça va être tellement vécu par une trahison par De Gaulle, qui a son fameux discours qu'on peut voir sur Internet. De novembre 67, que je vous conseille de regarder, parce que c'est tellement prophétique. Parce que là, il fait une superbe synthèse, mais c'est exactement pour aller plus soyer sur ce qu'a été le moment historique de 67, y compris de ce point de vue-là, en plus de ce que vient de dire Denis. Donc je ne pense pas avoir trop de résidus de sionisme. Pour moi, j'en ai d'ailleurs jamais eu. En réalité, j'en ai jamais eu. Mais simplement, d'un point de vue public, j'avais quelques précautions, quelques pudeurs de gazelle, comme diraient certains, parce que je pensais, c'est vrai qu'on a connu Théo Klein, des gens comme ça, qui était un homme assez remarquable. Je veux dire, même quand il y a eu le débat sur le voile en France, il a pris des positions très, très courageuses. Et puis quand il a dit qu'avec le CRIF, dont il était un ancien président, Israël n'avait plus besoin d'ambassade, je trouvais ça pas mal, quoi. Bon. Enfin bref, peu importe, je ne vais pas faire l'éloge, il y en a d'autres. Donc j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que j'étais soucieux, disons, de ne pas heurter des gens dont finalement je me retrouvais proche sur la question des solutions, mais qui se disaient à tort, selon moi, sionistes. Donc voilà, mais tout ça, c'est de la vieille histoire, et avec le 7 octobre, et même pas seulement, depuis 67, mais depuis l'origine, disons, le sionisme est de toute façon une doctrine exclusiviste, ça il faut le dire. Donc, et quand je dis ça, c'est un mot qui est gentil, parce que c'est évidemment raciste, quoi.
hein, donc depuis le début. Simplement, au début, les premières générations juives avaient une explication qui se défendait, c'est-à-dire la quête de l'État refuge, la fuite des pays d'Europe où l'antisémitisme sévissait, et à partir d'un certain moment, même cet argument-là n'existe plus du tout. Et il n'existe plus du tout très tôt, en fait, hein, même avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, donc, je ne sais pas si j'ai... Et même c'est retourné. Puisque maintenant c'est plutôt plus risqué qu'avant. Ouais. C'est sans doute un des endroits les plus risqués. Oui, bien sûr, absolument. Oui, oui c'est l'ironie de l'histoire, c'est qu'en général... Alors, il y a beaucoup de questions. Bon, on va passer la parole... Ah, bon, voilà, quand même le micro. Vas-y. Oui. Tu n'es pas dans le cadre. Tout à l'heure, vous avez parlé de la France qui était plutôt antisioniste avant la guerre d'Algérie. Mais comment on explique la signature de la déclaration Cambon avant celle de Balfour? Oui, c'est la déclaration Cambon, et puis tout ce qui s'est passé, que j'appelle la trahison des Arabes pendant la guerre de 14, avec Sykes-Picot, etc. Hein. Bon. Donc, effectivement, quand je disais que antisioniste, c'est même pas tellement à cette époque-là, la question se posait pas en ces termes, mais dans l'immédiate après-guerre, avant-guerre plutôt, Blum, qui se disait sioniste, mais il disait je suis sioniste pour ces pauvres bougres d'Europe de l'Est qui n'ont d'autre refuge que d'aller en Palestine. Je ne suis pas sioniste pour moi, et la diplomatie française, la diplomatie officielle française était extrêmement prudente sur cette question-là, en pure hypocrisie à mon avis, hein, en pure hypocrisie. C'était un calcul diplomatique encore une fois pour ne pas enflammer. Déjà dans les usines Renault en France, il y avait le début du soulèvement avec Messalia, etc. Ça commençait à chauffer en Algérie. Et donc, il fallait apaiser ça. Et on savait que les Algériens et les Maghrébins en général, d'ailleurs, étaient très sensibles à la question palestinienne. Donc, il fallait mettre ça sous l'éteignoir. Donc, à partir de après la Deuxième Guerre, après la Shoah aussi, hein, ça s'est complètement modifié. Et dans les années 50, c'est ce que j'appelais l'âge d'or. On leur donne la bombe atomique, en gros. Et là, Shimon Peres, lui faisait des... L'intervention de Suez, alors, Gaza 56... Alors, l'intervention de Suez, c'est une rupture. De toute façon, c'est la fin, disons, c'est un peu la fin de l'âge d'or. En tout cas, je veux dire, c'est le moment où les Américains prennent vraiment la main, disons, la tutelle sur la région, parce que c'est un fiasco énorme, etc. Enfin, bref, ne rentrons pas là dans les histoires. L'intervention de Suez où les Français sont les principaux supplétifs. Absolument. Aux côtés des Anglais et des Israéliens. Mais là, c'est justement ce que j'essaie de démontrer, c'est-à-dire que pourquoi sont-ils les supplétifs? Parce que Israël veut la tête de Nasser, la France et les Anglais veulent dénationaliser le canal de Suez qu'il a nationalisé au mois de juillet. On est là fin octobre, début novembre, dans l'affaire de Suez. Mais la vérité française de l'affaire de Suez, c'est que l'Égypte est un sanctuaire pour le FLN. Donc là, encore une fois, la guerre d'Algérie est là, énorme, comme l'éléphant au milieu du magasin, disons. Hein. Et donc, il y a une convergence historique entre Israël et la France et le Royaume-Uni. Et à la fois, les Israéliens veulent la tête de Nasser. Quand on lit, pour un livre précédent, j'avais beaucoup lu la presse de cette époque-là, de la presse à dominante social-démocrate, d'ailleurs, des gens comme André Philippe et autres. Nasser, c'est le nouvel Hitler. Dans la presse française, les journalistes y vont carrément. C'est le nouvel Hitler. On est quand même moins de 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même gonflé, disons, comme analogie. Et donc, il y a cette violence historique qui a beaucoup resservi. Qui a beaucoup resservi après. Qui n'a pas été le nouvel, comme nous le savons. Qui n'a pas été le nouvel Hitler, etc. Alors, je sais pas, j'ai pas tout à fait répondu sur le terrorisme, mais je peux y revenir, mais bon, parce que... enfin, je vais en dire... Oui, mais attends, il y avait peut-être d'autres questions. Voilà. J'en ai deux. Je reviendrai sur 67 après, mais d'abord, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est par rapport
vous représentez la Palestine de façon monolithique. Mais à ma connaissance, les Palestiniens, ethniquement, je me trompe peut-être, mais ils ne sont pas tous arabes. Il y a des Palestiniens, il y en a qui sont chypriotes ou qui viennent d'ailleurs. Il y en a d'autres qui sont chrétiens. Pas tous musulmans, ça. Voilà. Mais non, ils ne sont pas tous arabes non plus. Non, pas tous arabes, en fait. Ouais, mais, Ils sont principalement arabes, mais pas tous musulmans. Oui, il y en a qui sont chrétiens. Mais également, pendant la guerre de 14, c'est les Palestiniens qui ont trahi les Ottomans, les Turcs, par rapport aux Arabes. Si l'histoire est d'accord, c'est bien les Palestiniens qui ont trahi. Oui, c'est Laurent Voilà, Arabi, c'est ça. Hein. Oui, je suis d'accord. Voilà, alors oui, non mais... Je l'explique un peu de nouveau dans le livre. Enfin bon, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est ce que j'appelle la double ou la triple trahison des Arabes. Contre les Arabes pendant la guerre de 14. De certains. C'est à la fois les accords Sykes-Picot, la déclaration Balfour, la déclaration Cambon, évoquée tout à l'heure, et les accords Sykes-Picot qui ont, mais là on s'égare dans des retours historiques, mais c'est toujours intéressant. Il faudrait parler de la République arabe unie, voilà, de toutes ces choses-là, de l'époque du Bas, beaucoup plus ça tard. serait un peu long. Oui, c'est beaucoup, mais enfin, ça, disons, pointons juste cette question-là sur la révolte arabe, où on voit très bien ça dans le livre de Lawrence, hein, Les 7 piliers de la sagesse, que je vous conseille, parce que c'est un livre magnifique par ailleurs. Hein. Même, c'est largement romantique, parce qu'il se donne une place On va dire romancé. Au-delà de... Mais c'est un beau livre quand même. Mais c'est quoi ce qui s'est passé? On a promis aux chefs, aux tribus arabes, l'indépendance s'ils se soulevaient contre les Ottomans, et en même temps qu'on leur faisait cette promesse, on partageait, je dis on, c'est le Royaume-Uni et la France, toute la région, etc. Et donc on leur a fait un énorme bras de déshonneur, comme je dis, à ce moment-là. Et je pense que c'est une plaie. Il y a un truc incroyable d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup noté, mais quand Daesh, c'est pas ma tasse de thé Daesh, je vous rassure tout de suite, mais quand ils ont passé la frontière entre la Syrie, entre l'Irak et la Syrie, en 2013-2014, ils ont planté un écriteau, c'est Luisard qui raconte ça dans son livre, hein, les accords Sykes-Picot, c'est-à-dire que la réminiscence de la trahison Sykes-Picot, ils prétendaient l'avoir effacée en refranchissant la frontière, c'est-à-dire en unifiant sous leur tutelle, leur férule, mais on peut dire là, entre la Syrie. C'est dire que cet événement... Et là, je ne sais pas si ça 30 secondes, je ne sais pas si tu as vu l'actualité, les Américains ont fait évacuer certains des djihadistes, enfin je ne vais pas entrer dans les détails, les daéchistes, les ont fait renvoyer en Irak. Ceux qui étaient maintenus dans le cadre où les Américains maintenaient dans des camps pour préserver leurs ex-amis kurdes, enfin on va pas... Enfin, ça c'est l'actualité dont on va sans doute parler à la librairie bientôt, mais ils les ont renvoyés en Irak, les mêmes. Et ils leur ont fait refranchir cette même frontière dont tu parles. Ah, voilà, donc pour dire que... ce que je voulais dire simplement, c'est que cet événement-là n'est pas simplement un événement lointain de l'histoire, que ça parle encore dans la mémoire de ces populations, malheureusement déformées très très mal par Daesh, mais c'est pas des histoires qui ont disparu de la mémoire collective. Alors, autre question. Bonsoir et merci déjà Attends, je te passe de votre livre. Peut-être pour revenir plus dessus, dans le feuilleton, j'ai vu que vous avez appelé le premier chapitre dit terroriste ou taisez-vous. Donc question là aussi sur ce terme, non pas sur un plan sémantique, mais plutôt sur l'usage et l'effet rhétorique de ce terme. Est-ce que vous avez constaté dans votre étude, ou est-ce que vous faites cette mise en balance du terme de terroriste avec le terme de criminel de guerre, où en fait d'un côté on aurait le terrorisme qui serait un usage évidemment discréditant, ou par capillarité tous ceux qui vont faire des déclarations à propos du Hamas ou des événements du 7 octobre comme LFI, je pense que vous le mentionnez dans votre livre, vont être discrédités à ce titre-là. Et même une véritable chasse aux sorcières actuellement. Exactement, exactement. Donc il y a un usage de ce terme comme un mot épouvantail, tandis que de l'autre côté, le criminel de guerre qui est Benyamin Netanyahou, ce qui est reconnu par une cour internationale, n'est soit quasi jamais mentionné, soit
en regard de ce terme de terroriste, paraît presque innocent. Est-ce que vous... En tout cas, dans la bouche des médias, c'est pas ce que moi je dis. Donc, certains. Je me sens pas concerné par Oui, voilà, on va dire certains médias, même s'ils sont ultra majoritaires. Oui, et puis il quand même pas tant que ça non plus, parce que je veux dire, on ne peut pas dire que Netanyahou était épargné. Mais par contre, parce que on a dit beaucoup de mal à Netanyahou. Moi, ça m'énerve, je veux dire, je ne veux pas le défendre, hein, mais ça m'énerve parce que je veux dire, il n'y a pas de sanctions. La question, c'est quelle sanction. Il n'est pas arrivé là tout seul, voilà. Netanyahou. C'est quelle sanction contre Israël? C'est la rupture de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Rien de tout ça. Et il en a été vaguement question à un moment donné. Le fameux article 2 qui proclame que cet accord est sous condition de respect des droits de l'homme. Où sont les droits de l'homme à Gaza? Et même bon, donc je pense pas que Netanyahou ait été épargné dans la rhétorique publique. On l'a dit beaucoup de mal, et même en Israël maintenant beaucoup de gens se font les pieds, si j'ose dire. Keppel est le premier à dire moi je déteste Netanyahou, hein. Eva Illouz aussi, tout le monde déteste Netanyahou, voilà, il est pratique Netanyahou. Bon, mais ça change rien, parce que comme on fait rien, il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien contre Israël, parce qu'au fond, il est quand même Premier ministre, donc il représente ce pays. Donc c'est ça. En plus, il y a pire que lui, hein. Je parle sous ton contrôle. Il y a pire que lui, mais je ne dis pas qu'il y a pire que lui, moi, justement. Non, mais qui pourrait le remplacer. Oui, oui. En Israël. Hein. Ouais. Mais les deux fachos, pour moi, Netanyahou est un facho aussi, et Netanyahou d'ailleurs, il s'inscrit dans un héritage à la fois politique et biologique avec Jabotinsky, puisque son père, comme chacun sait maintenant, était le secrétaire de Jabotinsky, et il était pire que Jabotinsky, le père de Netanyahou. Il était mussolinien. Donc c'est dire que il est pas né de rien, Netanyahou. Donc c'est pour ça que quand on dit si avec Netanyahou mais avec Ben Gvir et Smotrich c'est horrible, non. C'est lui qui les a recrutés en 2022 et qui a fait vraiment là de son gouvernement un gouvernement fasciste. Hein. Bon, enfin voilà, donc... alors, on peut vraiment parler de fascisme au sens historique. Totalement. Parce que, curieusement, je ne sais pas, vous avez remarqué, les fascistes et les antitotalitaires, c'est deux catégories qui semblaient un peu exclusives ou inclusives parfois. Donc, observez ceux qu'on traite de totalitaires, et personne, jusqu'à présent, n'a mis ce brave Netanyahou, si j'ose dire, dans cette catégorie-là. Même ceux qu'il traite de fascistes. Alors, je vais quand même répondre sur le terrorisme, parce que la question m'est posée. Puis, alors, d'abord, terroriste et fasciste, c'est deux catégories quand même très très différentes. Hein. Fasciste, c'est une caractérisation politique. Terroriste, comme vous le comprenez vous-même, c'est pas une catégorisation politique. C'est un jugement, disons, sur le mode opératoire. La preuve, c'est que qui n'a pas été terroriste, je le dis dans le livre plusieurs fois, même Mandela. Opérationnel. Voilà, c'est un mode opératoire. Et puis on cite beaucoup, en effet, Ben Midi, le leader de la bataille d'Alger, qui a dit à un moment donné à un général français qui allait dire le trucider le surlendemain, l'autre lui a dit mais comment vous pouvez mettre des bombes dans des cafés, etc. Il a dit mais donnez-moi vos avions de chasse, et je vous donnerai mes couffins, parce que c'est dans les couffins que... Donc tout était dit, c'est-à-dire sur la relativité de... Alors moi j'ai choisi de ne pas nier l'évidence, de dire oui, le 7 octobre, c'est un acte terroriste, qui peut le nier, c'est un acte terroriste. Et j'ai essayé de ne pas tomber dans ce piège. Mais je suis parti de là, je l'ai dit d'autant plus que j'allais m'attacher à déconstruire ça, après dans de longues pages, de longs paragraphes et trop longs chapitres peut-être, pour dire... Ce que je viens de dire brièvement. Lisez quand même le livre. Ce que je viens de dire brièvement quand même, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne vais pas dire qui n'a pas été terroriste, mais quand le Léry Irgun font sauter vous. Non mais je veux dire, il y a eu tellement de causes qui ont justifié ça. Donc, à commencer par l'assassinat de Folke Bernadotte. Voilà, Folke Bernadotte, j'allais le dire. Quand même le commanditaire, c'est Jamir, en 48, au moment où il vient pour essayer de faire la paix. Et puis les attentats contre l'hôtel King David en 46, c'est 100 morts. Tintin au pays de l'or noir, première version qui est devenue indisponible curieusement. Depuis que j'en fais une énorme promotion,
il est épuisé, la version d'origine, et qui relate les véritables faits historiques, c'est-à-dire c'est Tintin au Pays de l'Or Noir, c'est pas dans un espèce d'émirat mythique qu'Émed et autres, ça se passe en Palestine sous mandat britannique, comme c'était le cas avant 48 justement, et les terroristes, ce sont l'Irgun, le Stern, etc., qui n'arrêtent pas de vomir, ainsi que l'occupant très, très bienveillant avec eux, anglais, c'est Satan des Arabes, il faut s'en débarrasser. Vous avez ça dans Tintin au Pays de l'Or Noir, première version. Alors, je termine quand même mon raisonnement. C'est l'autre élément que je donne, et qui, à mon avis, n'est pas tellement relaté généralement, même dans nos milieux interlopes, comme on dit, c'est effectivement l'histoire du Hamas. L'histoire du Hamas. Le Hamas, au début, c'était un mouvement pieux, disons, avant la première intifada. Bon, il est un mouvement très groupusculaire, mais un mouvement politique. Il se nomme le Hamas à partir de décembre 87, avec la première intifada. Bon, il commet assez vite des attentats contre les accords d'Oslo, etc. Mais c'est un mouvement aussi qui agit en réaction toujours. Excuse-moi, je voulais juste dire, parce qu'on est face à des générations qui n'ont pas connu l'époque de Arafat et de cette période. Il y a une seule génération ici, c'est monsieur là. Oui. Les autres, ils ont connu Arafat. Oui, pour montrer à quel point le Hamas, c'est très différent. Ils ont connu Laurence d'Arabie et tout. De l'OLP, du FDP-LP, de toutes ces organisations politiques palestiniennes. Oui. Le Hamas, c'est très très différent, mais je te laisse poursuivre comment il se construit, se fabrique et comment il se monte en puissance. Alors, ils se construisent en réaction. C'est-à-dire je l'ai expliqué dans un autre livre précédent, comment ils apparaissent vraiment dans le terrorisme, si j'ose dire, en 94 en particulier, après l'assassinat de musulmans en prière à Hébron. Enfin bref, bon, je vais partir pendant des heures là-dessus, mais surtout, comment il croissent, comment il se développe. Il se développe pendant la période d'Oslo. C'est la période où les Palestiniens, et peut-être certains d'entre nous, moi en tout cas, nourrissent des illusions sur peut-être qu'il y a une ouverture, une possibilité, etc. Bon. Et or, les Palestiniens, très vite, déchantent. Parce que, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que la colonisation galope. Je donne tous les chiffres. 115 000 colons en 1993, 200 000 en 2000, quand on convoque Arafat pour faire la paix en une semaine. Là. Donc, le Hamas est porté par la désillusion des Palestiniens et sur le discrédit qui accable malheureusement Arafat et tout ça. Moi j'ai interviewé Arafat, c'était un type qui était très, très chaleureux, bon, enfin bref. War is not a picnic. Voilà. Et donc, d'Arafat. Et donc, je veux dire, c'est Mao. C'est presque du Mao. Il avait été discrédité. Il avait été discrédité parce qu'il avait négocié avec. Il a été grugé en permanence par Israël. Le Hamas croit, avec un accent assez complexe. Oui, je fais attention parce qu'il fait attention à l'orthographe. Il a relevé une faute d'orthographe. Une seule. Mais une seule, c'est comme la goutte de goudron dans le baril de miel de Lénine, ça pollue tout. Et donc voilà, donc et surtout donc le Hamas, donc il se développe là-dessus. Donc c'est une conséquence, c'est pas une cause. Alors il y a une anecdote que je raconte dans le livre aussi, mais en 89, j'étais allé à Ramallah interviewer les responsables de l'administration civile israélienne. Et donc l'un des responsables aussi me reçoit à la Moukata qui est devenu ensuite, après Oslo, le siège de l'autorité palestinienne. Et il m'explique, donc on parle du Hamas, qui était tout à fait naissant. Arafat. Non, avec l'administration civile israélienne. L'administration civile. Ouais. Et j'étais pas un politiste, c'est important parce que je pense qu'il m'aurait pas dit ça si j'avais été un politiste. Et il m'a expliqué en long et en large comment ils allaient favoriser le développement du Hamas, mais de façon tout à fait effrontée,
et comment donc ils avaient cassé les reins de l'OLP. Voilà, donc ils avaient, c'est ce qu'ils ont fait. C'était tout un programme. Et comment ils ont choisi donc cette stratégie. C'est pour ça qu'en 2019, quand je vois que Netanyahou dit devant le groupe Likoud de la Knesset que financer le Hamas via le Qatar, etc., c'est assurer qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien. Je fais la jonction des deux. Hein. J'ajoute que j'étais un modeste agencier à l'époque, donc mes dépêches sont passées complètement inaperçues, et pas seulement parce que les journalistes sont méchants, mais parce que c'était des agences de presse. Mais dans un livre qui est très intéressant, qui s'appelle, un vieux livre qui date de 90, que Laurent doit bien connaître, qui s'appelle Intifada, de journalistes de Maariv, ils disent ça. J'étais content parce que je me suis dit, si je suis seul à dire ça, mon petit journaliste de petite agence, ça ne sera pas crédible. Mais eux l'expliquent, il y a 2 pages où ils expliquent ça à la même époque. Bon, ensuite, s'agissant du Hamas, je développe aussi beaucoup ce qui s'est passé en 2005 d'abord. Il y a une conférence du Hamas qui décide de se politiser en somme. C'est-à-dire qu'il y avait là une chance, justement, on parlait tout à l'heure de tous ceux qui ont eu un passé terroriste. Il y aurait pu avoir quelque chose, peut-être, hein, mais on refuse cette politisation, cette conférence. Quand je dis on, c'est Israël, les États-Unis, l'Union européenne. Hein, et donc, on les renvoie littéralement dans le terrorisme aussi, hein, si on veut bien le dire ainsi. Hein. Et donc, tout ça, c'est des choses qui passent complètement à l'as. Il y a une histoire du Hamas, qui est une histoire complexe, qui est complètement occultée. Donc, c'est pas si simple, quoi, disons. Hein. Et c'est pour ça que j'assume le fait de dire terrorisme, parce qu'ensuite, je suis vraiment efforcé, en de très nombreuses pages, de déconstruire ça. Hein, et de dire, donc, effectivement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont un mode opératoire terroriste, mais que c'est un acte de résistance? Pourquoi? Et je ne dis même pas que le Hamas est un mouvement de résistance, enfin, je veux dire, je ne dis pas le contraire non plus, mais je dis que de toute façon, la résistance, elle est donnée par la situation même des Palestiniens. C'est-à-dire quand on leur détruit leur maison, on leur retourne leur terre, etc., à ce moment-là, effectivement, la résistance, elle est induite, je veux dire, elle est inhérente. Et donc, forcément, le 7 octobre, c'est un acte aussi de résistance. Et on peut tenir les deux bouts sans se renier. Hein. Mais bon, voilà, c'est complexe. Or, la caractéristique de l'époque que nous vivons, c'est que la complexité ne peut pas exister. Il faut que ce soit simple, que ce soit manichéen, et voilà. Et donc, malheureusement. Et il faut surtout que ce soit extrêmement confus, parce qu'en fait, c'est pas que ce soit très compliqué, puisque il faut que c'est simplement clair. Et cette clarté, voilà, il y a toujours un gros risque, comme disait, je crois, Raymond Barre, à sortir de l'ambiguïté. C'est le cardinal de Retz qui fait ça. Oui. Cardinal de Retz. Je ne sais plus, enfin il citait donc. C'est à son détriment. Alors il y a deux autres questions là. Mais on va quand même peut-être accélérer les questions et les réponses. Donc vous pourrez continuer de l'interviewer pendant que vous ferez dédicacer les livres que vous aurez précédemment achetés. Je continue les questions, mais je ne fais plus de réponses. Hein. Ouais. Alors les questions aussi brèves que possible. Bon, merci beaucoup Denis pour ce livre qui est en effet très intéressant. Et d'ailleurs moi à titre personnel, je sais que j'ai une amie avec qui je m'étais un peu engueulé, qui est pourtant LFI, qui est dans un bord plutôt avec lequel je sympathise. Islamo-gauchiste. Sur Delphine Horviller. Elle me disait, elle est très bien, c'était juste après son retour. Et je trouve, alors si tu me permets, ça serait très bien que je lui passe la partie Delphine Horviller, qui est très pédagogique, qui montre bien comment elle réfléchit. Il faut que tu lui achètes le livre et que tu lui... Oui, alors je suis pas sûr qu'elle le lise aussi, c'est ça le problème. Quand elle aura vu la vidéo, elle va certainement le lire. Tu lui photocopies les pages, elle aura 3 pages. Tout et donc tout le passage, l'ensemble, il y a beaucoup de choses dans ce livre et vraiment il est très intéressant. Alors c'est vrai que j'aurais, pour la polémique, alors bon il va faire tard, on va pas, un petit différent, alors comme l'a dit le camarade, moi je pense que maintenant, alors c'est pas la posture de est-ce que tu es ça, bon, tu l'as très bien expliqué, et je crois qu'au niveau de l'antisionisme, tu es clair, c'est au niveau de la stratégie. Ne pas apparaître peut-être trop radical et faire attention à comment on s'exprime pour pas radicaler, pour pas mettre, faire partir, disons, l'auditeur,
Et ça, c'est important, mais maintenant, avec l'horreur qu'on a connue et tout ce qui se passe, je pense que le discours clairement antisioniste et de dire qu'il y a un problème avec la structure d'Israël est très important. Très, très important. Je pense que... et en plus, les jeunes sont pas, lobotomisés par notre génération qui a eu les yeux de chimène pour Israël. Quand même, il faut le dire, à cause des kibbutz, tout ça. Certain. Et je pense qu'il y a des choses qui sont audibles et qu'il faut dire. Et ça me fait aussi la deuxième remarque, c'est que je te trouve dans le livre, quand même, si j'ai une critique, comme je t'ai dit tout à l'heure, un peu sévère sur la posture de Léfi. Alors je comprends que toi tu dises terroriste pour pouvoir parler, je comprends, mais je comprends tout à fait, et moi je les remercie pour ça, qu'ils aient pas voulu. Ils ont parlé de crimes de guerre. Ils n'ont pas dit c'était super et tout. Ils ont parlé de crimes de guerre, mais quand on te met un revolver comme ça, et la seule condition pour ne pas être traité de tous les noms, c'est de dire terroriste, le fait d'avoir une posture de résistance, moi je trouve, on peut reprocher beaucoup de choses à LFI. Sur la question palestinienne, depuis 2 ans, ils ont fait le boulot. Hein. Ouais, quand tu parlais d'Amsterdam, même, comment il s'appelle le communiste ? Même un communiste. Voilà, Roussel a parlé de pogrom. Oui. Quand tu parlais d'Amsterdam, même Roussel. Il a dû regretter. Ils sont quasiment les seuls. Tu peux enlever le mot même, à mon avis. Oui. Oui, parce qu'il n'est pas vraiment du tout communiste, comme tu sais. Il est au PCF, mais c'est vraiment la courge intégrale. Alors lui, on peut lui faire beaucoup plus de reproches qu'à LFI, je suis d'accord. Et sur l'accusation d'antisémitisme, il y a... Vous savez, il y a un juif pratiquant qui était antisioniste, qui maintenant est mort, je crois, à la fin des années 80, qui s'appelait Emmanuel Levin, qui était une grande figure. Il a écrit en 1969 un livre qui s'appelle Judaïsme contre sionisme. Ouais, attends, on va peut-être en parler après, parce que là, comme on a dit, on va accélérer. Donc, si vous posez la question... Simplement, ça... Et déjà, il disait, les Israéliens ont une arme qui est pire qu'une bombe atomique, en 69. Hein. C'est l'accusation d'antisémitisme. Il disait ça déjà en 69. Voilà où on en est, vous voyez. Oui. Bon. Donc je veux dire, il faut mais pas... donc il n'y a pas vraiment de question là. Sinon que sur LFI. Est-ce que vraiment sur LFI, parce que tu parles un peu dans ton livre, si je m'abuse, de fautes politiques embêtantes. Moi je pense que c'est notre position, mais on ne peut pas parler de fautes politiques. Je complète la question. J'y réponds en partie. Je suis à moitié d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais aussi à moitié d'accord avec toi, parce que, comme tu le sais, le peu qu'a fait LFI, et même maladroitement, et j'ai été le premier à leur dire, écoutez, si vous n'êtes pas capable de répondre à une question aussi con, est-ce que le Hamas est terroriste, c'est à peu près tout ce qu'on leur, cette espèce de truc combinatoire, c'est surtout, effectivement, ils sont assez nuls, il faut bien le dire, chez LFI, sur le plan théorique, historique et autres, mais enfin, sur le plan des intentions et de l'idéologie, quand même, le peu qu'ils ont fait leur a valu l'espèce de campagne haineuse, répugnante de caniveau avec des livres innombrables publiés, fortement promus par le service public de radio et de télévision par-dessus le marché, en essayant de les disqualifier pour toutes les raisons que tu as expliquées tout à l'heure. Donc, tu as à la fois raison, mais en même temps, on peut leur reprocher qu'ils aient été assez nigauds pour ne pas être capables, justement, de faire triompher leurs adversaires sur ce point-là. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, moi je veux ajouter quelque chose. Pour compléter la question. C'est peut-être pas compléter la question, mais évidemment ça rejoint certaines des remarques sur la question de la personnalisation de Netanyahou qui a été évoquée rapidement tout à l'heure. C'est Netanyahou c'est le problème, et l'extrême droite m'Autriche. Oui. Mais en fait non, finalement il n'y a pas de problème. Si on enlevait Netanyahou, et ça je crois que c'est l'envers du même décor. Je crois que c'est tout à fait révélateur, parce qu'en fait, entre guillemets, l'extrême droite sionisme, c'est le vrai visage, non pas simplement d'un pan qui serait une partie du sionisme, c'est le vrai visage du sionisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis possible. À la lumière de ce qui se passe maintenant, il n'y a pas de compromis possible vis-à-vis de l'idéologie sioniste. On ne peut pas simplement dire, oui, c'est Netanyahou, c'est Smotrich, mais en fait, il y a... peut-être que c'est excessif d'insister. Attends, mais j'ai une autre remarque. Alors, vas-y. Non, parce que tout ça, comme c'est dans ton livre et que tu viens de répondre, ta réponse va être très claire. Le seul point rapide, c'est, en définitive, quid de la société israélienne ? C'est-à-dire que y a-t-il la société israélienne actuellement, et je sais que vous allez peut-être pouvoir nous donner le point de vue de l'intérieur puisque vous connaissez des Israéliens, la société israélienne d'une manière générale s'accommode bien
de ce qui se passe à Gaza. Et donc, en définitive, on peut dire oui. Et même le souhaite. Le souhaite, exactement. Et on pourrait dire c'est juste Netanyahou ou Smotrich qui sont excessifs. Mais non, ils sont le visage de la société israélienne telle qu'elle existe actuellement. Oui, bien sûr. Bon, Gabriel, qui est là, connaît mieux, parce qu'il y va une ou deux fois par an, donc sa famille est là-bas. Mais on a un ami commun qui est Marius Schattner, qui a un très beau livre sur l'archéologie sioniste, en fait, où il montre qu'on creuse de plus en plus profond pour démontrer la réalité du roi David et tout ça, alors qu'il n'y a pas. Et quand on trouve des choses arabes, on les détruit vivement pour que ça se passe. Mais lui, je parlais avec lui il y a plusieurs mois, je lui disais, mais les Israéliens, qu'est-ce qu'ils voient à la télévision pendant Gaza? Alors, il a eu ce mot terrible, il est un peu mauvaise langue, mais il m'a dit, il voit rien, les Israéliens voient rien de ce qui se passe à Gaza, et heureusement, parce que sinon ils applaudiraient. Ouais. Donc, bon, là, je crois que ça a bien résumé. Ça résume le... ouais. Alors, là, comme le temps a filé, je vais vous inviter à une conclusion, mais je ne sais pas si Jean-Pierre voulait pas... Non, une dernière question. Est-ce que, très brève, qu'en est-il du caractère éventuellement définitif de la destruction de la réputation d'Israël? Alors, moi, je suis très sceptique là-dessus. C'est-à-dire que j'ai écrit pourtant le contraire, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'était devenu un État paria, que son image s'était dégradée, etc. C'est d'ailleurs ce que les lamentations d'Orwiller, c'est quand elle se repent, comme on dit, je vais utiliser le mot repentance exprès, ça me faisait sourire, c'est un mot religieux, c'était de dire c'est terrible pour l'image d'Israël, ce qui se passe, il faut arrêter, etc. Bon, c'était pas un mot non plus pour les Palestiniens. Donc, ça, c'est un constat que tout le monde fait. Oui, non, c'est vrai, mais je veux dire, mais elle aurait pu avoir un mot pour les Palestiniens, je veux dire. Donc elle a pas eu. Enfin bref, et ce que je veux dire, c'est que on voit très bien comment fonctionne l'actualité. Maintenant, on est dans l'affaire Epstein, on est dans d'autres... Oui, je veux dire, c'est un coup des Russes, c'est la dernière version actuelle. C'est encore un coup des Russes, l'affaire Epstein. Il y a la Syrie, enfin, je veux dire, l'actualité, j'en sais quelque chose, parce que je suis journaliste depuis malheureusement trop longtemps, mais c'est un beau métier quand même. Je veux dire, un clou chasse l'autre à une vitesse incroyable, et on voit bien que Netanyahou est en train de se refaire la cerise, quoi. S'il y avait des élections aujourd'hui... hein. Oui, vas-y, rajoute. On n'en parle plus. Pour l'instant. Pour l'instant, jusqu'à temps qu'il y ait des choses... Je voulais dire à propos de la population israélienne, c'est que effectivement, je pense moi aussi que la majorité de la population israélienne soutient Netanyahou. D'ailleurs, à ce propos, j'ai participé au cours d'un de mes voyages à une de ces grandes manifestations qu'il y avait tous les samedis soirs à Tel Aviv et dans les autres villes aussi d'ailleurs, contre Netanyahou, où les gens criaient avec un enthousiasme extraordinaire démocratia, démocratia. Voilà. Et je m'adresse à l'Israélien qui était à côté de moi, je lui dis, mais est-ce qu'à ton avis, les gens qui crient démocratie, ils sont conscients que en disant ça, ils posent le problème d'un État palestinien? Et il m'a dit, chut, arrête, parce que sinon il n'y a plus de manifestation. Et surtout, démocratie, ça veut dire abolition de l'État d'Israël en tant que tel. Voilà. Et alors, évidemment. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que malheureusement, d'une certaine manière, il y a une certaine résistance en Israël. Hein. Il y a des soldats qui résistent et qui se regroupent dans une association magnifique où ils disent ce qu'ils ont vécu et ils témoignent, etc. Breaking the Silence. Il y a des femmes israéliennes qui vont dans les territoires, qui se mettent au checkpoint et qui... Il y a des justes. Voilà, il y a des justes. Mais il faut reconnaître aussi que la plupart des Israéliens qui sont contre la politique israélienne et qui n'ont pas ce courage de résistance, ils s'en vont. Oui, bien sûr. Ils s'en vont. Ils vont en Grèce. Ils vont en Grèce. En Grèce, c'est ceux qui ont peur, c'est autre chose. Et comme qui ont un peu de fric et depuis une vingtaine d'années... Ou à Chypre. Voilà. Comme depuis une vingtaine d'années, il y a énormément d'Israéliens qui ont réussi à avoir des passeports européens en faisant valoir
le fait que leur famille était originaire d'Allemagne, de Pologne, d'Ukraine, Espagne, etc. Donc il y a beaucoup d'Israéliens qui ont des passeports étrangers, multiples nationalités, et européens en particulier, et qui s'en vont et qui viennent s'installer dans les pays européens parce que ils ont l'impression que s'ils restent là-bas, ils ne peuvent rien faire. Et c'est ça qui est profondément attristant. J'ai eu de multiples témoignages analogues au tien pour le même type dans le même type de contexte. Donc, je ne sais plus, donc on en était à la question subsidiaire de Jean-Pierre, je ne sais pas si tu l'as posée, du coup ça y est, on a répondu. Donc, eh bien, est-ce que tu as une conclusion ou est-ce qu'on arrête là le débat pour passer à la dédicace et aux libations? J'ai assez parlé comme ça. Voilà, bravo. Merci.